Bonsoir à tous, vous êtes sur Monaco Info, bon début de week-end avec nous. Et à la une de ce vendredi, il y a d'abord de la joie, celle des lycéens de Monaco qui viennent de découvrir les résultats du baccalauréat. Vous entendrez leurs réactions et le directeur de l'éducation nationale, Jean-Philippe Vinci, nous rejoindra ensuite sur notre plateau pour nous dévoiler tous les chiffres de cette année. L'autre grand titre de ce vendredi, c'est cette visite presse organisée au Grimaldi Forum à l'occasion de l'exposition d'été Couleurs, les chefs-d'œuvre du Centre Pompidou. Vous découvrirez quelques-unes de ces œuvres exceptionnelles en avant-première et nous recevons le commissaire de l'exposition, Didier Ottinger, pour nous en parler. Nous resterons également dans le thème de l'art avec la Monaco Art Week. Cette fois, c'est l'exposition Chagall et Léger, la couleur et la forme qui a posé ses valises à l'Opéra Galerie. Nous vous y emmènerons. Et puis nous ferons un détour par le jumping pour clore cette édition à la découverte de deux personnes et leur métier, Maëva qui exerce en tant que groom et Alexandra de Goumois, une jeune cavalière. C'est le grand jour pour les élèves de la Principauté en classe de terminale. Les résultats du baccalauréat sont tombés ce midi. Comme chaque année, certains font le déplacement devant leur établissement pour les découvrir. Sarah Inkari et Lionel Bernardi ont recueilli leur première réaction entre joie et soulagement. C'était devant le lycée Albert Ier. Regardez. Vachement soulagée, ouais, ça fait quelque chose. J'ai pas les mots. Je suis trop heureuse. Tu t'y attendais? Un petit peu, mais pas trop non plus parce que j'avais peur d'avoir raté une épreuve que j'ai effectivement ratée, mais que j'ai quand même eu la mention et que je suis trop contente. Mention assez bien. Franchement, c'est magnifique. Je l'ai eu, j'ai été admis. Ma mère avait peur que je le loupe. J'ai eu mention très bien. Tu t'y attendais? J'espérais, mais j'étais pas sûre de l'avoir avec cette mention-là. J'ai eu une mauvaise note en philosophie, alors je croyais que j'avais réussi. J'ai eu 9. Ça te tenait à cœur de venir ici le voir en vrai, parce que beaucoup le trouvent maintenant sur internet? Mais je trouve que c'est plus convivial, c'est plus sympa, on voit les résultats avec ses potes et tout. En oral, j'ai eu 16, alors je croyais l'avoir raté, donc je suis trop heureuse. Qu'est-ce que tu vas faire après? Je vais faire du droit, une licence de droit anglo-saxonne et française. Voilà, beaucoup d'émotions et de beaux projets professionnels visiblement. Pour évoquer tous les résultats du bac à Monaco et tirer le bilan de cette année, nous recevons le directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Rendez-vous sur notre plateau. Bonsoir Jean-Philippe Vinci. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. L'année dernière, Monaco accusait un taux de réussite de 97%, près de 82% de mentions, 23% très bien. Quels sont les résultats globaux de cette année, de ce baccalauréat cette année à Monaco? Alors c'est vrai que c'est toujours une attente tout de même. Alors pour les séries générales, on fait mieux, parce qu'on est à 99% au moment où je vous parle. Donc on est très content, il n'y a surtout aucun élève collé au premier groupe. On est à peu près à 84% de mentions, c'est énorme, et surtout 76 mentions très bien, donc 6 avec félicitations du jury, c'est-à-dire des élèves qui ont une moyenne supérieure à 18. Donc on est évidemment très content, très satisfait. Des résultats encore très élevés et encore une très bonne cuvée. Une très bonne cuvée, beaucoup de travail quand même derrière. Donc c'est vrai qu'il faut rendre hommage aux professeurs, toutes les équipes, et bien sûr au travail des élèves, mais qui ont permis ces très très bons résultats. On a entendu des réactions juste avant cette interview d'élèves qui effectivement nous faisaient part de leur émotion à notre micro et qui aussi nous disaient qu'ils avaient été admis dans des filières, ils avaient été admis sur Parcoursup. Là aussi, les résultats, les taux d'intégration sont très élevés. Alors c'est vrai que les attentes se portent moins maintenant sur le baccalauréat, même si tout le monde est content d'avoir des mentions, mais sur Parcoursup, qui pour certains est vraiment un coup près. Donc on a, nous, des résultats partiels, puisque les élèves doivent valider, mais quasiment tous les élèves qui se sont inscrits sur Parcoursup ont eu au moins une admission. Donc là, on est très satisfait. La tendance est aussi beaucoup de demandes hors Parcoursup, notamment dans les universités étrangères, ça on le remarque, et quelques cursus en alternance. Mais on est globalement très satisfait aussi du bon taux d'admission dans l'enseignement supérieur. Jean-Philippe Vinci, au-delà du baccalauréat, quel bilan tirez-vous de l'année 2024-2025 à Monaco? Et est-ce qu'il a répondu aux attentes en général du personnel éducatif, des élèves, des parents, de toutes les parties prenantes de l'éducation? Alors l'enjeu de la rentrée dernière, c'était l'ouverture du collège, à la fois par la grandeur d'établissement, 1200 élèves, et je crois qu'au bout d'un an, tout le monde a pris ses marques. Il faut habiter le collège, donc les élèves sont heureux, c'est beaucoup moins bruyant, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. Et pour les autres établissements,
On a fait beaucoup de travail avec les professeurs pour préparer l'année prochaine. Donc je crois qu'il y a quand même une bonne dynamique cette année, beaucoup de voyages assez exceptionnels, par exemple en Chine, par exemple en Islande, par exemple avec des élèves à besoins particuliers sur un bateau. Ouais, il y a beaucoup de belles choses qui ont eu lieu pendant l'année. Et on peut dire que ce sont tous ces accomplissements qui ont contribué aussi aux résultats excellents des élèves cette année, au-delà bien sûr de leurs efforts personnels. Alors on y tient parce que le résultat c'est toujours très important, mais le but de l'éducation c'est aussi qu'ils s'épanouissent. Donc c'est tout le reste, les sorties culturelles, tout ce qu'on fait avec eux, psychosocial, les journées bien-être, les voyages, tout ça c'est de la vraie éducation. Oui, il y en a énormément à Monaco. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de projets qui permettent justement l'épanouissement et de contribuer à l'éducation sur beaucoup de plans. On a eu cette année 200 sorties scolaires, dont 40 voyages. Donc c'est énorme, c'est un gros effort du gouvernement princier. C'est des voyages que quand on va en Chine 10 jours, c'est des voyages significatifs, ou à Washington ou à New York. Mais c'est très important, ça contribue vraiment à l'éducation. Quels seront maintenant les grands chantiers? Vous avez parlé des chantiers de l'année précédente, cette année. Quels seront ceux de l'année prochaine, les chantiers ou en tout cas les priorités de la rentrée prochaine en matière d'enseignement, de jeunesse ou de sport? Alors le défi là, qui nous attend, c'est encore des travaux, puisque comme vous le savez, le lycée Albert Ier quitte le Rocher pour aller dans les anciens locaux du collège à l'Annonciade. Donc là, il y a un gros transfert qui est en train de se faire. Donc les élèves quittent à regret leur lycée, mais pour attendre un nouveau lycée aux normes climatisées, donc c'est quand même un gros chantier, mais ça sera très bien. Donc ça, c'est dans l'immédiat. Il y a des projets qu'on annoncera à la rentrée, mais il y aura un gros effort significatif sur le numérique, notamment lié au téléphone portable. On est en train de réfléchir à des mesures fortes, pour ne pas dire contraignantes, mais fortes, pour les téléphones et surtout leur faire prendre conscience de l'addiction aux écrans, aux réseaux. On travaille avec l'APEM, avec les médecins, donc il y a tout ce volet-là. De manière éducative, il y aura des ajustements de filières, d'horaires. On fait aussi un travail sur l'anglais. Et on a prévu surtout un accompagnement à la fois pour les élèves les plus faibles et pour les meilleurs élèves en sciences. J'aimerais qu'on ait vraiment un niveau excellent. Il est déjà, mais excellent en mathématiques. Et on est en train de mettre des dispositifs en place. Voilà donc encore beaucoup de projets à venir. On y reviendra évidemment à la rentrée prochaine. Merci beaucoup Jean-Philippe Vinci d'avoir été notre invité sur notre plateau pour évoquer ces excellents résultats du baccalauréat cette année et le bilan de l'année. Et l'on adresse évidemment toutes nos félicitations aux élèves de la Principauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une tradition, chaque été, le Grimaldi Forum propose une grande exposition artistique. L'année dernière, il s'agissait de Turner, le sublime héritage, avec les œuvres du peintre britannique William Turner, qui avait attiré pas moins de 65 000 visiteurs en 58 jours. Cette saison, l'exposition sera consacrée non pas à un artiste, mais à un sujet, la couleur. C'est d'ailleurs son nom, au pluriel, couleur, chef-d'œuvre du Centre Pompidou. Émilie Rousseau et Alexandra Marangoni sont allées la découvrir en avant-première. Pour son 25e anniversaire, le Grimaldi Forum voulait une exposition estivale exceptionnelle. Dans Couleurs, chef-d'œuvre du Centre Pompidou, il rassemble dans une même salle Matisse, Miro, Picasso, Kandinsky, Basquiat ou encore Chagall. Des tableaux de maîtres présentés en collaboration avec Beaubourg, avec qui le Grimaldi Forum avait déjà travaillé il y a une dizaine d'années pour l'exposition extra large. Ce nouvel événement imagine un autre récit de l'histoire de l'art, une autre façon de faire parler les œuvres. Les chefs-d'œuvre, on les connaît évidemment, mais cet accrochage, cette scénographie, ce cercle chromatique qui permet de déployer comme ça, dans une approche qui peut paraître un peu simple, parce qu'en fait, voilà, on met les tableaux bleus ensemble, les jaunes ensemble. Ça, c'est la première lecture, mais il y a beaucoup de niveaux de lecture différents. On explique évidemment comment la couleur a pris une place différente entre l'art classique et l'art moderne. On explique aussi, à travers les objets de design, comment la couleur pénètre dans nos intérieurs à partir des années 60-70 avec les plus grands designers. Il ne faut pas oublier que le Centre Pompidou, c'est également le centre qui possède la plus grande collection des designers du XXe. Et donc voilà, c'est véritablement la possibilité de s'ouvrir à tout ça, de mieux comprendre et de mieux connecter finalement tous ces arts. Au fil de la visite, le public est emporté dans ce cercle chromatique et nous emmène à la découverte de l'usage de la couleur dans l'art moderne, un outil de totale liberté pour un artiste. Autre originalité, ce voyage sensoriel qui fait travailler nos sens. 7 salles, 7 couleurs, 7 sons,
Roque Rivas a travaillé étroitement sur ce projet. Comment relier en fait les sons aux couleurs? C'est un processus en fait de travail, si vous voulez, entre plusieurs personnes. D'une part, on se met à la table, on fait un atelier, un workshop dans lequel on explicite quelles sont les qualités de son. On explique ça bien aux différents intervenants du forum, également l'aîné de Fragonard qui est venu, d'autres personnes, il avait dédié notamment les commissaires. Et ensuite, petit à petit, on va développer des portraits avec une série de termes qui font partie de lexique, qui vont décrire un son. Fruit d'une préparation de plusieurs années, l'exposition estivale du Grimaldi Forum éveille tous nos sens, une véritable aventure haute en couleurs à découvrir à partir du 8 juillet prochain. Et nous allons poursuivre la réflexion sur le thème des couleurs avec le commissaire de l'exposition qui est en ligne avec nous. Bonsoir Didier Ottinger. Bonsoir. L'exposition Couleurs est issue d'une collaboration avec le Centre Pompidou à Paris, d'où proviennent les 200 œuvres. Comment s'est construit ce partenariat pour cette exposition d'été du Grimaldi Forum? Alors, le Grimaldi Forum a eu la bonne idée d'être pratiquement la première institution à s'être manifestée au moment où on a annoncé la fermeture pour travaux du Centre Pompidou. Et immédiatement, on a imaginé une exposition. Et comme on a d'une certaine façon tiré les premiers, ça nous a permis de faire le choix dans la plus grande liberté et d'identifier et de sélectionner des œuvres qui sont les chefs-d'œuvre de notre collection. D'abord, c'est cette priorité-là qui permet à l'exposition d'intégrer autant de chefs-d'œuvre, et après, il restait à la fabriquer, il restait à l'imaginer, à lui donner un sujet, un titre, et la couleur s'est imposée assez vite. Parce que, bizarrement, c'est une question qui a été très peu traitée dans les grandes expositions de par le monde. Alors pour autant, la couleur est un paramètre qui est quasiment intrinsèque à toutes les œuvres en général, mais là, vous l'avez dit, le paramètre naturel est carrément devenu le paramètre, le thème central. Alors quelle est l'originalité de cette exposition, si je puis dire trivialement? Qu'est-ce qui la rend extraordinaire? Alors d'abord, je dirais dans son propos, c'est la question qu'elle pose, c'est-à-dire quel est le sens de la couleur dans l'art du XXe siècle, question qu'on essaie modestement de traiter dans l'exposition, mais son originalité, je crois qu'elle tient beaucoup à sa forme physique. C'est une exposition, vous la découvrirez, qui s'inscrit dans une vaste rotonde et qui prend la forme de ce qu'on a créé au XVIIe et au XVIIIe siècle pour rendre compte de ce qu'était la nature de la couleur, à savoir les disques chromatiques. Et l'exposition se développe. L'autre figure qui peut être plus parlante pour le grand public, c'est la forme du trivial poursuite, c'est-à-dire de couleurs qui s'organisent à la façon de parts de camembert colorées, si l'on veut. Et ça, c'est une expérience assez unique, je pense, parce que je n'ai pas vu beaucoup d'expositions qui étaient configurées de cette façon-là. Mais il y a également des grandes surprises pour le visiteur qui sont par exemple les salles dans lesquelles on va proposer aux visiteurs à la fois d'entendre et de sentir une couleur donnée. Il y a des espaces que l'on appelle plurisensoriels qui ressemblent à des petites cabines, vous verrez, qui sont intégralement colorées et à l'intérieur desquelles on diffuse un son qui a été fabriqué par un compositeur et un parfum qui a été fabriqué par un nez. Et alors, puisqu'on parle de couleurs, j'ai envie de vous poser la question bateau. Quelle est votre couleur préférée? Et entre toutes celles qui seront proposées, mais je crois que j'ai déjà la réponse. Il me semble que c'est le rose que vous avez souhaité réhabiliter, notamment à travers les œuvres de l'américain Philip Guston qui avait décidé de ne plus peindre qu'en rose à partir de 1969. Voilà. Pourquoi mettre en avant son travail vous tenez particulièrement à cœur, Didier Ottinger? Parce que c'est une œuvre de rupture, c'est une œuvre qui va à contre-courant de ce qu'était la pensée dominante à l'époque en matière d'art moderne, qui avait évidemment rejeté le rose, parce que le rose, là aussi, et c'est encore valable aujourd'hui, est une couleur qui est associée à la féminité. Ce qu'on reprochait déjà du temps de Platon à la couleur, c'est qu'elle était orientale, elle était féminine. Donc cet art moderne, encore une fois, qui était un art plutôt théorique, a rejeté toute cette dimension-là, et la couleur est devenue, le rose est devenu une couleur les plus honnies. Et comme par hasard, Philip Guston, qui redevient un peintre figuratif, assume cette espèce de mauvais goût qui est prêté à sa peinture dès lors qu'il s'écarte de la voie obligée du mainstream de l'art moderne et il fait du rose la couleur privilégiée de sa palette et presque la couleur exclusive d'ailleurs.
C'est comme ça qu'on découvre en fait que chaque couleur a un message à délivrer par le bruit, par les odeurs et donc aussi par il y a aussi un message avec associé au sexe aussi comme on l'a dit là. Est-ce que c'est le seul message qu'on peut associer aux couleurs et comment en fait vous souhaitez transmettre au public justement ces messages à travers les couleurs? Quel message vous souhaitez délivrer au public? Est-ce que c'est qu'une histoire de contemplation ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça finalement? Non, je ne souhaite pas transmettre dans le sens où l'idée de transmettre suppose que j'aurai un discours que je voudrais donner, communiquer, inculquer aux visiteurs. C'est tout à fait l'opposé. Le parti pris de l'exposition, c'est au contraire d'inviter les visiteurs à expérimenter. Donc, à faire de chaque couleur l'élément qu'ils souhaitent en fait signifier à travers leur expérience, à travers leurs souvenirs, à travers leurs émotions. Et évidemment, les émotions, c'est ce qu'il y a de plus personnel. Donc, l'exposition, c'est ça. Donner la liberté aux visiteurs d'inventer pour eux-mêmes l'usage qu'ils souhaitent faire émotionnellement de la couleur. C'est le message à retenir. Merci beaucoup Didier Ottinger d'avoir répondu à nos questions sur cette grande exposition d'été du Grimaldi Forum Couleurs qui est à découvrir à partir de lundi jusqu'au 31 août prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous reprendrez bien un peu de couleur avec cet autre rendez-vous incontournable de l'été à Monaco. L'Opéra Galerie célèbre deux géants de l'art moderne avec son exposition Chagall et Léger, la couleur et la forme. Une plongée poétique et vibrante dans leurs univers qui se dévoile à l'occasion du Monaco Masters Show et de la Monaco Art Week. Reportage de Christine Dapetit et Julien Logier. Deux figures majeures du XXe siècle sont à l'honneur cette année à l'occasion du Monaco Masters Show, une exposition estivale d'envergure organisée par l'Opéra Galerie qui met tous les ans en lumière les grands noms de l'art moderne et contemporain. Cette année, c'est une année qui est un petit peu différente, même si derrière on voit une très grande installation très belle de Niki de Saint-Phal. On a fait un focus sur deux artistes importants de l'art moderne qui sont Marc Chagall et Fernand Léger. Donc pour fêter les 40 ans du décès de Chagall et les 70 ans du décès de Fernand Léger. Donc nous avons, en plus de Niki de Saint-Phal, Basquiat, Keith Haring, Roy Lichtenstein et d'autres artistes importants du XXe siècle, une sélection de 20 toiles de Marc Chagall et d'une vingtaine de pièces également de Fernand Léger, qui est un mixte un petit peu entre des tableaux et des œuvres sur papier. Vous l'aurez donc compris, en 2025, l'exposition rend donc hommage à deux maîtres incontournables, Marc Chagall et Fernand Léger, une exposition qui célèbre la poésie colorée de Chagall et l'énergie géométrique de Léger à travers une sélection d'œuvres emblématiques. Toutes les pièces qui sont exposées entre Chagall et Léger, on a beaucoup d'œuvres que j'adore, qui sont des pièces vraiment, si vous voulez, un petit peu iconiques de ces artistes, des pièces historiques avec des provenances et des backgrounds importants. Les trois quarts de nos pièces exposées ont déjà été vues dans des musées, dans des fondations, donc c'est important. Et on vient juste d'acheter une très 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 belle pièce énorme de Marc Chagall qui fait 1,80 m par 1,40 m, qui n'est pas sur le catalogue parce qu'on a eu la chance de l'acheter, si vous voulez, juste une petite quinzaine de jours avant le vernissage. Mais donc, on a vraiment une belle exposition et j'invite à chacun, si vous voulez, à venir voir ce show sympathique. Autour de ces deux maîtres, une trentaine d'artistes internationaux complètent l'accrochage. Monet, Picasso, Basquiat ou encore Georges Condo. Entre figuration, rêve et abstraction, cette exposition interroge notre rapport à l'image, à l'amour et au monde. Un dialogue vibrant entre forme et couleur à découvrir tout l'été à Monaco. Un peu de gastronomie à présent. Le chef Joël Garraud et les étudiants actuellement de passage à l'Académie de la mer se sont donné rendez-vous sur le toit de l'Organisation hydrographique internationale hier pour une séquence de saveurs dont seul le chef a le secret. Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus étaient sur place. Au menu, ça semble évident, il y avait du poisson mais pas n'importe lequel et surtout pas sous n'importe quelle forme. Alors, je vous présente mon cannelloni de thon qui est avec une mayonnaise au wasabi à l'intérieur. Et dessus, on a décoré avec une fleur de pontasse qui est légèrement acidulée. Pour finir, une petite goutte d'huile de Boyardo, de chez Lucas, 900 mètres les oliviers, sans traitement, superbe. Et là, on a joué
c'est on a fait un tartare de bœuf aux 2 anchois. C'est un anchois salé et un anchois mariné aux agrumes. Et là, on a pris le bégonia en fleurs pour amener la petite touche florale. L'occasion pour ce chef de se challenger encore et toujours, notamment en réinventant le célèbre stockfish alliant goût et originalité. Eric va nous mettre une pomme de terre qui est cuite au curcuma et safran. Et Lucas va nous mettre dessus, voilà, le stockfish qu'on a fait cuire pendant toute la journée. Et dessus, on va mettre un espuma de stockfish, donc qui est la grande révélation parce que, en fin de compte, c'est la première fois que je le présente. Donc, c'est l'avantage, vous voyez, c'est qu'on a le moelleux qui va aller avec l'ensemble. Une autre innovation culinaire a été mise à l'honneur, proposée par Maison Mère, un barbadjan revisité. Avec mon associé Ricardo, qui est lui d'origine portugaise, on a voulu créer un petit symbole culinaire alliant son origine portugaise et le bacadjan, originaire de Monaco. Et donc on l'a tout simplement agrémenté de morue fumée et de poisson blanc. Et après de longues heures de dosage et de redosage, on a réussi à créer le bacadjan. Donc c'est des petits fingers, donc voilà, comme je vous ai dit, avec de la morue fumée et du poisson blanc. Un moment de partage et de convivialité qui fait du bien en plein milieu de cette période de formation. Eh oui, ça fait envie. Connaissez-vous le métier de groom? Si ça ne vous dit rien, ce n'est pas si étonnant puisqu'il s'agit d'un métier de l'ombre. Sans leur groom, les plus grands cavaliers présents au jumping se retrouveraient bien embêtés. Ils forment un binôme, une équipe. Ce sont les petites mains qui s'occupent des chevaux avant qu'ils ne soient montés par leurs cavaliers. Marie Bonnet-Blanc et Alexandra Marangoni ont rencontré Maëva, la groom du célèbre cavalier Philippe Rosier. Coucou, t'es pas content? C'est comme ça que sa journée commence. Bonjour. Ça va? Depuis 2 ans, Maëva est groom, un métier original aux journées bien rythmées qui commencent par un petit déjeuner. Moi, les miens mangent généralement entre 7h et 7h30, tout dépend. Et puis après, on attaque les box, les soins, l'eau fraîche, et puis voilà. Maëva s'occupe de Lecoultre et Prestigieux, ou Gigi pour les intimes, avec qui elle a une relation vraiment spéciale. On veille sur eux au quotidien, on est tout le temps là à veiller au grain sur ce qu'ils font pas, ce qu'ils mangent pas. Est-ce qu'ils se sentent bien dans leur box? Est-ce qu'ils marchent bien? C'est des constantes interrogations sur les chevaux, mine de rien. Et une fois que je sais que mes chevaux vont bien, là je peux souffler et me dire là c'est bon, je vais déjeuner, c'est à mon tour. En fait, une maman qui s'occupe de ses enfants, une fois que les enfants sont à l'école ou au jumping, la maman elle souffle. Retrait des bandes, curage des sabots, les soins s'enchaînent. T'es aimable ce matin. Direction la douche pour rafraîchir le cheval et se dégourdir les membres. Elle a un rôle essentiel avec beaucoup de responsabilités. C'est un travail d'équipe en fait. Quand les chevaux sont bien et que le cavalier le ressent, en gros on a la satisfaction d'être là. Après, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a tendance à se remettre en question. On dit mince, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait de trop? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Auparavant, Maëva était dans l'éducation nationale avant de devenir groom par hasard suite à un besoin de Philippe Rosier. Un changement de vie radical avec des concessions qu'elle fait avec grand plaisir. Il faut accepter de ne pas pouvoir finir à l'heure à 17h30. Faut accepter de commencer tôt. Faut accepter de ne pas avoir le temps de manger parce que c'est eux avant, mon nous après. Il faut accepter de bouger et de ne pas avoir une vie qui est avec une routine, quoi. Un rôle de maman qui connaît ses enfants par cœur. Lui, il est vraiment très attachant, il est proche, très très proche de l'homme par rapport à Gigi qui est hyper indépendant. Jusqu'aux bêtises. Tu rentres à ta maison? Non. Merci. Un travail prenant où l'on ne compte pas ses heures. Aujourd'hui, Maëva travaille dans l'ombre, mais elle vit de sa passion et c'est ce qui la rend heureuse. Elle n'a que 18 ans, mais commence déjà à se faire un nom sur les pistes internationales. Alexandra de Goumois porte fièrement les couleurs monégasques au jumping de Monaco et c'est ici, chez elle, qu'elle s'est livrée sur son parcours équestre. C'est le portrait de ce vendredi. Il est signé Sarah Villemain et Thomas Deus.
Durant ces 3 jours de compétition au jumping de Monte-Carlo, plusieurs cavaliers défendent les couleurs de la principauté. Parmi eux, Alexandra Degoumois a seulement 18 ans. Cette cavalière qui a débuté en Suisse évolue depuis plus de 4 ans au sein de l'équipe monégasque sur des épreuves internationales de niveau 2 étoiles. Elle est fière de pouvoir participer à un tel événement à domicile et de représenter Monaco à l'international. J'ai commencé quand j'avais environ 4 ans en Suisse et puis j'ai déménagé là il y a 4 ans en septembre avec Maxime de Clercq chez LONF Horses et puis voilà, donc depuis ça m'a vraiment inspiré de continuer et puis depuis 4 ans c'était vraiment un sport pour poursuivre la carrière. J'ai que 3 chevaux à la maison, donc en fait ça me donne assez pour moitié de la journée de faire les études et puis avec les chevaux aussi. J'aime bien rester aux écuries un peu plus longtemps pour les aider aux écuries pour travailler et tout, mais voilà, donc je fais moitié-moitié la journée. Avec les chevaux, c'est tous les moments que tu passes avec eux jusqu'au box, de les préparer, de faire les soins pour les monter, c'est tout la connexion que tu passes avec les chevaux en fait, puisqu'eux ils sont tout aussi et je crois que c'est très important de passer beaucoup de temps avec eux. C'est un sport juste de partenaire. Et c'est bien plus qu'un rêve d'enfant. Participer à l'étape de Monaco chez elle représente un véritable accomplissement dans son jeune parcours sportif. Si les premiers jours de compétition ne lui offrent pas encore de classement, Alexandra peut être fière du travail de ses chevaux, notamment à l'international, où elle n'hésite pas à s'illustrer avec déjà plusieurs victoires à ce niveau. Déjà, on est à un concours magnifique à Monaco et puis pour monter pour Monaco aussi, ici, c'est très spécial. D'avoir ce concours-là au ce niveau, bien sûr, c'est déjà très spécial. C'est une rêve que j'avais depuis toute petite. Hier, on avait fait pas très mal avec les deux. Aujourd'hui, c'était un peu moyen avec Northgate, mais avec Fascination, je suis très contente avec lui. Il a fait 4 points aujourd'hui et hier. Et demain, je le saute dans le Grand Prix. Donc, on espère pour une bonne résultat pour ça. J'ai beaucoup de chance que je puisse monter pour la Principauté de Monaco. Je suis très très fière que je puisse déjà monter ici et de monter pour Monaco, c'est très très grand et puis en plus l'équipe, l'entourage, c'est magnifique d'être ici avec tout le monde, Stéphane Daré, donc c'est vraiment incroyable. C'est ma première année de jeune cave l'année prochaine, j'espère qu'on pourra sauter ma première ranking, ça sera vraiment le goal. Donc voilà, donc pour le moment ça sera juste de sauter quelques rankings, des 150 et voilà, ça c'est le but pour le moment. Et c'est sur ce beau portrait que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, toujours plus chaude, présentée par Marie Bonnet-Blanc. Ensuite, je vous retrouve pour un nouvel après-JT consacré aujourd'hui au périple en vélo des Carabiniers du Prince dans les Pyrénées aux couleurs de Fightheads. Ce sera juste après une petite série de photos en avant-première de l'exposition Cactus qui ouvrira ses portes dimanche à la Villa Saubert. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. A tout de suite pour l'après-JT. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le ciel restera dégagé dans l'ensemble malgré quelques nuages dans la journée. Côté température, ça devrait légèrement baisser avec 27 degrés le matin et 29 degrés dans l'après-midi. Le 5 juillet, demain, ce sera l'occasion de souhaiter une très belle fête à tous les Antoine. Et puis ce sera une journée qui aura pour but de promouvoir des solutions inclusives et durables pour un monde meilleur avec la journée internationale des coopératives. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.